Cette commémoration de la libération avait été mise en œuvre il y a 10 ans déjà, et nous avons renouvelé cette expérience en l'élargissant à un partenariat avec le collège et les anciens combattants. Cette commémoration a deux objectifs. Le premier, c'est donc le devoir de mémoire, se souvenir. Et le deuxième, un message d'espoir également, car l'espoir, c'est de pouvoir transmettre aux nouvelles générations ce qui a pu se passer et y mettre un peu d'émotion et de sentiment au-delà d'un apprentissage livresque de ces périodes-là. Bonjour. Je m'appelle Philippe Collat, je suis enseignant d'histoire, géographie, éducation civique et donc de classe défense depuis une trentaine d'années. Mais la classe défense est née qu'il y a 15 ans, à la demande d'un recteur qui souhaitait qu'il y ait une classe défense par département. La classe défense, c'est tout ce qui concerne la défense au sens large. Donc il y a la défense militaire, ça peut être bien sûr le devoir de mémoire, pourquoi pas la défense économique, mais également la défense civile, je dirais, les pompiers, les gendarmes, tout ce genre de choses. Alors aujourd'hui, un cours un petit peu spécial, un petit peu plus court que d'habitude, et je vous propose deux choses en même temps. À la fois un petit récapitulatif, ce que les militaires appellent un rétex, retour sur expérience. L'objectif premier pour nos élèves, et je dirais également pour les personnels, c'est de se remémorer ce qui s'est passé en lien avec les apports plus théoriques qu'ils ont pu avoir au sein de l'établissement. Et c'est vraiment d'apporter du concret. Ce type d'opération permet vraiment aux élèves de se rendre compte des événements et d'asseoir finalement ce qu'ils ont pu intégrer comme connaissances. À chaque fois qu'il y a des commémorations, nous y participons, que ce soit le 11 novembre, le 8 mai. C'est dans la logique des choses d'en faire partie. Lorsque monsieur le maire nous a demandé si on voulait bien faire quelque chose, oui, c'était sûr. Parmi vous tous qui êtes ici, qui a prévu d'y aller à cette soirée ? J'aurais mieux fait de dire qui n'a pas prévu. Bon, quasiment tous, effectivement. Je trouve que c'est assez intéressant de les immerger ou de leur faire redécouvrir certaines choses qui sont peut-être perdues de vue. Vous avez parlé bombardement tout à l'heure. Qui bombardait ? Oui. Les Allemands. Bizarre. Ils vont se bombarder eux-mêmes alors qu'ils sont là ? Les Américains. Les Américains. Mon rôle en tant que professeur d'histoire, c'est d'éveiller les élèves, je pense, de leur transmettre des valeurs, faire en sorte qu'on n'oublie pas finalement le passé, ce qui est important. Alors, je m'appelle Fernand Gallienne. J'avais 6 ans et demi lors des bombardements d'Ambrières le 14 juin 1944. Ambrières se trouvait sur le chemin qui amenait les troupes allemandes vers les plages de Normandie. Donc on savait que les troupes américaines allaient essayer de détruire toutes les voies de communication et tous les sites qui pouvaient être maintenus par les Allemands. Et donc le 14 juin, c'est arrivé ce qui était prévu. Un avion sirène lançait une bombe sur un chemin qui s'appelait le chemin Le Guet-de-Gênes. Et il jetait des tracts invitant la population à quitter le plus rapidement possible Ambrières parce que des bombardements étaient prévus dans la soirée. Et effectivement, les premières bombes sont tombées sur Ambrières. Il y a eu donc 180 bombes lâchées sur Ambrières. Chaque bombardement a couvert l'ensemble de la ville. C'était un paysage lunaire tout autour. C'était un spectacle effrayant pour un enfant et c'était un spectacle à la fois inimaginable, un véritable feu d'artifice. Enfin, c'est effrayant. Et ce qui est arrivé à Ambrières a retardé l'armée allemande de 3 jours. Ils sont partis en laissant une ville complètement désastrée.
Vous avez sur le monument d'Ombrières, le monument aux morts d'Ombrières, 21 noms de civils victimes de cette période de juin à août 1944. Qu'est-ce qui serait passé autrement si jamais il n'y avait pas eu de débarquement en Normandie? Bah, du coup, on serait peut-être nazis ou allemands. Et ça serait mal? Bah oui. Bah oui, tout à fait. Au début, je faisais venir des membres des associations combattants. On avait une certaine complicité. Et puis ces personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier ne sont plus là, sont décédées. Et puis quelque part, je suis heureux parce que j'ai pris entre mes mains le flambeau pour se souvenir. Et puis j'essaye de faire passer ça aux élèves. Et je suis très très fier d'avoir réussi à entrer dans le collège pour travailler avec des jeunes, pour leur montrer qu'il ne faut jamais s'arrêter de penser, de se souvenir. Ce n'est pas seulement un devoir, je dirais, c'est ce qui doit se venir du cœur de chaque adolescent. Et je crois que M. Colas réussit bien dans cette voie-là, auprès de cette classe. J'ai eu le privilège d'accompagner les élèves de ces classes et j'ai beaucoup apprécié l'enthousiasme de ces jeunes quand ils vivent les choses concrètement. Ça se passe au-delà du cours, au-delà du livre. C'est la rencontre de deux générations, de deux voire trois générations. Pour préparer la commémoration, la classe de musique du collège répète la chanson d'Ambrières, écrite en 1941. Donc on y va, on se refait ça? Oui. Et de toute façon, c'est monsieur Lequel qui a donné le départ. La Mayenne et la Varenne jadis se sont réunis sur les prés fleuris pour faire un nid. On l'a refait comme ça depuis le début, on l'aura bien. Ça marche, donc je te fais un départ même pendant que tu arrives. Ok, c'est bon. Je suis contente que le collège reprend cette chanson où il y a eu de la souffrance mais de la joie. Et là, faut mettre de la joie. Je suis Gisèle Temelin, je vais bientôt avoir 90 ans, au mois de septembre. Donc au bombardement, j'avais 9 ans. Voilà. Le bombardement d'Ambrières, c'est donc le 14 juin. Et on venait tous les soirs, on allait chercher notre lait chez Monsieur Jousse, le fermier à Bouchevreau. Et j'avais mon cousin avec moi. Donc ce soir-là, on avait été chercher mon lait, lui il avait le pain. Et puis on entend les avions, on les voit, on s'amuse à les compter, et puis dire ils vont pas vite. Et je me trouve sur le trottoir de Monsieur Branchereau. Maman était de l'autre côté de la rue, en face l'école Saint-Joseph, qui nous dit comme ça, venez vite, venez vite. Et elle m'attendait là. Et quand elle m'a vu arriver là, sur le trottoir de Branchereau, elle me dit, Gisèle, viens vite, viens vite, viens vite. Je lui ai pas répondu, parce que la bombe qui est tombée sur Signé, ça a fait un déplacement d'air. Je me suis atterrie à ses pieds, par terre. Bon, j'ai plus de lait, j'ai plus tout. Puis bon, la tête, elle était plus pressante. Elle me relève, elle me dit, tu as rien? Je dis non. Et puis il y a un monsieur qui passait à monsieur Anne, qui était quincailler, qui me dit, allez, il faut s'en aller, il faut s'en aller. Bon, on l'a suivi sur la route de Ouasso. Et c'est là, quand la bombe a tombé, on a été recouvert de terre. Quoi. Alors bon, je ne peux pas tout dire, hein, parce que je vais me mettre à pleurer. Enfin bon. Les enfants, quand je vois les guerres maintenant, ça revient tout ça. Et c'est épouvantable, je peux vous assurer. Et ça reste pour toute la vie. Et ça, on n'en a jamais parlé du bombardement, tout ça avec mes enfants. Avec maman, on avait arrêté. Parce que ça nous traumatisait trop. Oui, on avait arrêté. C'est difficile de vous expliquer. On a du mal à comprendre pour suivre
poursuivre la route, quoi. On a du mal. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien chanter cette chanson. Et je suis ravie. Je remercie monsieur le maire parce qu'il me l'a fait chanter pour les anciens combattants au repas. Puis après, il me dit, ça vous embête pas, Gisèle, de le faire pour les 80e anniversaire. Je dis, vous pouvez pas savoir à quel point vous me faites un grand honneur et un grand bonheur. Parce que là, je vais la chanter que j'aurais dû être morte. Puisque c'est le même jour. Alors je suis encore heureuse parce que les enfants du collège vont pouvoir la continuer. Elle ne sera pas morte, elle sera toujours remise à chanter. Puisqu'ils vont l'apprendre et ça restera pour leur vie et peut-être pour leurs enfants. En 1939, la guerre est déclarée par la France et le Royaume-Uni. La mobilisation générale est lancée et les hommes sont appelés à combattre sous le drapeau tricolore. Je m'appelle Élodie Roland, coordinatrice de la Vigie mémorielle des déportés de la Mayenne à Mayenne. Notre association a pour objectif en fait de transmettre l'histoire locale, de se souvenir des déportés, du coup de rendre hommage aux déportés. Et il se trouve qu'en l'occurrence, parmi les déportés auxquels on rend hommage au sein de la Vigie mémoriale, il y a un certain nombre de résistants du territoire mayennais et un certain nombre de résistants d'Ambrières et des alentours d'Ambrières. Dans le canton d'Ambrières, des premières actions isolées contre l'occupant se mettent en place. L'histoire locale en elle-même d'Ambrières est très riche, c'est-à-dire que la résistance a été très intense à Ambrières et ses alentours. L'histoire ensuite d'Ambrières dans les mois qui ont suivi, donc avec le bombardement d'Ambrières, avec les phases de libération d'Ambrières, ont été tellement importantes. Ambrières fait partie des rares communes à être médaillée de la Croix de guerre après-guerre. Donc c'est vraiment, Ambrières a une singularité en elle-même de cette histoire locale vraiment marquée par la Seconde Guerre mondiale. En 2022, on décide de faire tout un circuit dans Ambrières. Donc l'idée c'était de faire un parcours à pied et de montrer quand même les principales habitations qui ont été marquées par la Seconde Guerre mondiale et en particulier la résistance et la déportation. Donc on a fait un circuit où on s'arrête devant les habitations où se sont fait arrêter les résistants, où ont été regroupés les résistants avant d'être déportés. Madame Collin répondit par la fenêtre que son mari n'était pas là. Par malheur, la Gestapo vit ce dernier sauter le mur de clôture de la propriété voisine et s'enfuir. Des coups de feu claquèrent, mais ne l'atteignirent pas. Par contre, la malheureuse Madame Collin, bien qu'elle fût en très mauvaise santé, fut emmenée à sa place soupçonnée de mensonge. Elle est déportée le 14 juin 1944, 80 ans jour pour jour, au camp de Ravensbrück. Elle décède quelques semaines plus tard, le 3 août 1944. Le réseau de résistance d'Ambrières et du secteur d'Ambrières est un réseau qui est singulier dans le sens où c'est un réseau qui avait un lien avec l'Angleterre. Donc c'était un réseau qui dépendait d'un plan national qui s'appelait le plan Action Plan Tortue et qui était chapeauté par Focard. C'est vraiment une résistance active, une résistance de l'ombre mais active et qui a quand même facilité la libération ensuite du territoire. La résistance mêle aussi le privé, l'intime, où voilà, il y a des pères de famille qui ont résisté avec leurs fils adultes. La famille Le Tissier, par exemple, est une famille extraordinaire. L'ensemble de la famille a résisté, donc les parents, les deux fils, la fille, et ils vont se faire arrêter chez eux. La Gestapo arrive à la mare et arrête toute la famille, ils saccagent toute la ferme et ils vont déporter tout le monde. Ils rentrent tous en 1945. Ils rentrent tous à la ferme de la mare à Couëme et voilà, ils se retrouvent tous, quoi. Une singularité aussi d'Ambrières parce que le réseau a été démantelé en fait. Le 9 et 10 mai 1944, la Gestapo arrive à Ambrières et décime une bonne partie du groupe. Donc c'est en ça aussi qu'Ambrières est particulier parce que la résistance a été meurtrie finalement dans ce secteur. Ferdinand Coupard, mort pour la France. Pierre Durand, mort pour la France. Georges Taburet, mort pour la France.
Et Guillaume Paulet, Mort pour la France. Toutes les actions qu'on a faites autour de l'histoire locale d'Ambrières avaient un but précis, c'était de transmettre la mémoire. L'histoire, elle paraît beaucoup moins abstraite finalement. Quand on parle de personnes du coin, de communes, de noms qu'on connaît tous, qui sont portés encore par des familles ici dans le coin. Donc c'est ça qui fait la force et qui permet la transmission, c'est de s'appuyer sur des choses concrètes, sur l'histoire locale. Je trouve que la visite, elle était plutôt intéressante, parce que on peut voir ceux qui ont combattu, ceux qui ont souffert, toutes les familles durant la guerre. C'est émouvant parce que il y en a qui se sont battus pour nous, pour la France, et on s'en rend pas compte maintenant. Je pense que si je dis aujourd'hui que j'aurais été résistant, je pense que là je le dirais, mais maintenant, si je le dis là, en temps de guerre, ce sera pas pareil, parce que j'aurais peut-être pas le courage ou la force de résister. C'est Churchill qui a dit « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Et finalement, cette phrase-là, elle toute seule, elle résume le sens et l'objectif premier de nos actions. C'est qu'ils soient un peu engagés et ambassadeurs finalement de la mémoire, de l'histoire locale, et qu'ils soient porteurs aussi des valeurs françaises, des valeurs de la République aussi. Donc c'est montrer qu'ils connaissent leur patrimoine, ils connaissent l'histoire locale, et puis l'idée c'est qu'ils soient ambassadeurs, qu'ils puissent eux-mêmes après en parler à leurs parents, à leurs camarades de classe, et c'est un petit peu ça l'objectif. Est-ce que parmi vous, vous avez des gens qui ont participé justement à cette libération, qui ont vécu à cette époque-là? Moi j'ai mon arrière-grand-mère qui est encore vivante, qui a vécu toute la libération, qui a vécu dans des tranchées et tout. Et la résistance, est-ce que vous avez dans votre famille ou des actes de résistance dont vous avez entendu parler? Oui. Mon arrière-grand-père, c'était le chef d'un réseau de résistance. C'est compliqué ces choses-là parce que tout le monde rêve d'être un héros au fond de lui-même. Tout le monde rêve d'être le libérateur, le Zorro. Mais ceci dit, en même temps, il faut avoir la conscience. C'est là qu'ils se sont trouvés entraînés dans des relations, dans des parcours, sans comprendre ce qui se passait. Et puis, il faut avoir le courage également de prendre des risques. Parce qu'à certains moments, c'est sa vie que l'on risque. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Il y a nécessité de reconnecter un peu tous ces faits-là et cette confrontation entre des personnes qui étaient jeunes au moment de la libération avec des jeunes qui sont dans les mêmes âges aujourd'hui, ça ne peut que produire une attention plus importante vis-à-vis de leur pouvoir de décision individuelle. Et ça leur montre aussi comment c'était vécu à l'époque. Je pense qu'il est essentiel d'avoir confiance en notre jeunesse. Nous avons une belle jeunesse. Nous avons des jeunes qui sont très motivés. On le voit au quotidien. On peut même ressentir depuis quelques années une recrudescence d'élèves qui sont engagés. Engagés dans les événements commémoratifs, mais pas que, engagés au sein de leur établissement. Ils ont envie d'appartenir à un groupe, à une société, avec toujours des valeurs et des causes qui sont très louables. Et nous sommes là comme des guides.